Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Agile Bento. J'espère que vous m'entendez tous bien et vous voyez tous bien. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un retour d'expérience sur la mise en place de Scrum dans les équipes. Donc moi, je vais me présenter très rapidement. Je suis Florent Desrousseaux, je suis chargé de marketing chez Ypon. Donc pour les nouveaux qui utilisent cet outil de webinar qui s'appelle Livestorm, sur votre droite, vous avez un petit panneau d'interaction où vous pouvez utiliser le chat pour discuter en direct entre vous. Il y a également un onglet important, l'onglet questions. Donc si vous avez des questions au cours des interventions, n'hésitez pas. Et je poserai un petit sondage, un rôti à la fin de ce webinaire pour prendre vos retours. Alors, concernant les Agile Bento, donc qu'est-ce que c'est les Agile Bento? Donc, c'est 3 rendez-vous 100% agiles qui ont lieu le midi, donc entre midi et 13h. Donc, qui auront lieu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Scrum. La semaine prochaine, on vous fera un retour d'expérience sur Shuari. Et 2 semaines après, donc le 1er juillet, aussi un jeudi, on fera une mise au point de la place du Scrum Master après 20 ans d'existence. Un petit mot rapide sur Ypon qui organise ces webinaires. Donc Ypon, c'est un cabinet de conseil international et indépendant. Aujourd'hui, Ypon, c'est 500 collaborateurs dans le monde. Donc on travaille sur 4 continents. Donc bien sûr, on est présent en France, on est présent aux États-Unis, en Russie et en Australie. On a un objectif de très forte croissance organique puisqu'on souhaiterait embaucher notre 1000e Ypon pour les JO de Paris en 2024. Donc chez Ypon, nous croyons à l'énergie collective pour réussir sa transformation numérique et notre objectif, c'est de rendre nos clients innovants et performants sur leur marché. Là, je vais très rapidement parler de nos deux intervenants, donc Julie et Sébastien, qui vont parler avec vous pendant 30 minutes, qui sont tous les deux Scrum Masters chez Ypon. Et je vais leur laisser la parole et moi, je reviens en fin de webinaire. Bon webinaire. Alors bonjour à tous, donc je suis Julie Petit et je vais laisser Sébastien se présenter aussi. Je suis Scrum Master chez Ypon depuis plusieurs années. Le sujet d'aujourd'hui concerne Scrum, mais pas seulement, parce que bon, Scrum est largement répandu chez Ypon, il est largement utilisé dans les projets avec nos clients. Et durant nos différents projets avec Sébastien, indépendamment, on s'est retrouvés confrontés à des problématiques qu'on n'arrivait pas à régler avec Scrum. Et on s'est tourné vers les pratiques qui sont proposées par Kanban en les intégrant différemment, lui et moi, mais vous allez voir ce qu'on va proposer à nos équipes Scrum. Donc, pour bien introduire le sujet, on va rappeler de quoi on parle. Un rapide rappel sur Scrum, parce qu'évidemment, beaucoup de gens connaissent, mais bon, on préfère tout définir. Et ensuite, une présentation de Kanban for IT. À la suite de quoi, Sébastien vous présentera les pratiques qui sont pertinentes à utiliser avec Scrum. Et moi, je vous raconterai comment j'ai implémenté sur mon dernier projet avec ma dernière équipe ces pratiques, ou quasiment toutes ces pratiques, dans notre façon d'utiliser Scrum, avec quelques retours de mon équipe qui seront évidemment purement qualitatifs et pas du tout statistiques. À suite de quoi, on essaiera de répondre à cette question: qu'est-ce que Kanban apporte à Scrum? Donc, de quoi on parle? Scrum, c'est un cadre de travail qui est basé sur un développement itératif. Il a été créé au début des années 2000 par Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Il a été formalisé dans le Scrum Guide en 2011 et dans plusieurs itérations du Scrum Guide depuis, la dernière datant de novembre dernier. Dans le Scrum Guide, on a 3 rôles. Le Scrum Master qui est garant des pratiques, le Product Owner qui est garant du produit et les développeurs qui développent. Le sprint comprend 4 événements. Il démarre avec un sprint planning dans lequel on prend des items à développer. Chaque jour, on fait une mêlée quotidienne pour se synchroniser. Ensuite,
On voit ce qui a été produit lors de la sprint review. On examine un des artefacts qui est donc l'incrément de sprint. Et lors de la sprint rétrospective, on examine les process, l'organisation de l'équipe. On a aussi dans les artefacts le product backlog qui est la liste des items décidés par le product owner, organisée par priorité, et le sprint backlog qui est un extrait de ce product backlog qui va être développé dans le sprint. Je pense que si vous avez des questions sur Scrum, on pourra éventuellement y répondre, mais on va s'intéresser plutôt à Kanban. Je laisse Sébastien s'introduire et vous présenter Kanban for IT. Bonjour à tous, merci Julie. Je suis Sébastien Maes, je suis Scrum Master depuis plus de 5 ans, j'ai arrêté de compter à partir de 5 ans. Voilà, donc ça fait quelques années que je suis chez Ypon. Moi je me suis intéressé à Kanban quand j'ai mis en place le Scrum vers 2009-2010. Voilà, suite à des problématiques rencontrées au sein de l'équipe sur laquelle j'ai mis en place Scrum. Et donc, voilà, j'ai découvert Kanban for IT, qui est une approche conçue dans les années 2000, début des années 2000, mais formalisée dans un livre par David Anderson en 2010. Et il a mis en place cette approche au sein de Microsoft, puisqu'il y avait une surcharge de travail auprès de son équipe, avec des flux de demandes très variables. Et pour équilibrer le système et réduire les variations, il a mis en place une méthode qu'il a appelée Kanban et qui s'est inspirée sur la théorie des contraintes et le Toyota Production System. Alors, pour parler très très rapidement du TPS, Toyota Production System, c'est une organisation de travail qui a été développée par Taishi Ono chez Toyota, comme son nom le porte, à la fin des années 50. Et qui est vraiment un outil de contrôle pour de la production industrielle qui est basé sur une grande partie sur un système de cartes nommé Kanban en japonais, d'où le nom Kanban, et qui a pour but de signaliser un besoin de production afin de gérer efficacement les stocks et les flux. Voilà, donc c'était une introduction très rapide à TPS et à Kanban for IT. Alors Kanban est composé de 9 valeurs, de 3 agendas, 6 principes, mais ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre équipe Scrum, c'est l'utilisation de ces 6 pratiques de Kanban for IT, qui sont la visualisation du flux de travail, limiter le nombre des tâches en cours, gérer le flux, rendre explicite les règles du processus, mettre en place les boucles de feedback, et s'améliorer de manière collaborative et expérimentale. Alors, voilà, le but, c'est de vous montrer comment ces pratiques peuvent répondre à des problématiques que le Scrum Guide n'apporte pas la réponse, que le Scrum Guide est un cadre de travail et ne donne pas de pratique dedans. Et donc, pour commencer, quand je suis arrivé sur les kits Scrum, le premier besoin, c'était de voir, de visualiser, voilà, quelles étaient les tâches qui étaient en cours. Donc on est parti sur un tableau très simple de 3 colonnes. Et très rapidement, souvent au daily, les équipes, les personnes avaient besoin de rappeler où il en était le tel ticket. Le PO avait besoin de plus de visibilité pour pouvoir annoncer aux stakeholders les sujets qui allaient prochainement arriver. Donc on a eu besoin de détailler plus ce tableau. Donc on a vraiment fait un value stream mapping et donc on a mis en place, comme vous voyez, un tableau qui contient plus de colonnes, bien plus de colonnes, mais au-delà de représenter, de matérialiser physiquement le flux de travail, ça permet de synchroniser l'équipe, que l'équipe s'accorde sur les flux de travail dans l'équipe. Souvent c'est implicite c'était implicite au sein de l'équipe. Et le fait d'en discuter, de représenter ça physiquement, l'équipe comprenne mieux leur flux de travail et s'accorde sur ce qu'il y a à faire au sein du flux. Et ça a permis au daily, à l'équipe, de pouvoir se synchroniser beaucoup plus facilement, de savoir quelles étaient les tâches les plus prioritaires
et donc de garder le focus sur ce qu'il y a à faire. Et nous, pour les Scrum Masters, ce qui a été très utile pour moi, c'est que très rapidement, on constate là où les tickets s'accumulent et ça permet de voir à quelle étape il y a un point de blocage. Mais voilà, une fois qu'on a constaté le point de blocage, on constate assez régulièrement, et je l'ai constaté sur cette équipe au bout de quelques semaines, de quelques sprints, c'est qu'il y a souvent un rush en fin de sprint pour atteindre l'objectif du sprint. Les tickets sont en cours quasiment tout sprint, et lors des derniers jours, voire la dernière semaine, quand on est sur un sprint assez long, tout se termine, quasiment tout se termine à la fin du sprint. Et l'équipe a remonté que ce flux, ce rush de fin de sprint, ça les dérangeait. Et donc, je suis allé chercher une pratique qui est limiter le nombre de tâches en cours. Factuellement, on détermine le nombre d'éléments maximum qui est autorisé sur une étape du flux. Donc là, qui est matérialisé par des nombres sous le titre des colonnes. Là, matérialisé en rouge parce que c'est une limite à pas dépasser. Ça a incité l'équipe à s'entraider parce que si la personne est bloquée parce que son ticket ne peut pas avancer, et ben, elle va avoir la volonté d'aller aider ses camarades pour déplacer le ticket sur les colonnes et faire avancer le ticket dans le flux. Ce qui a permis d'améliorer le flux en lui-même. Et ce qui permet aussi de maintenir le focus sur les tâches les plus prioritaires. Vu qu'on est limité, on ne va pas prendre tous les sujets en cours, on va se concentrer sur les sujets prioritaires. Et ça permet d'amorcer le flux tiré. Alors, je vais rapidement, en quelques mots, vous présenter la différence entre le flux poussé et le flux tiré. L'équipe, initialement, a la tendance à se mettre en flux poussé, c'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je prends, dès que j'ai des éléments en entrée qui arrivent, je fais ce que j'ai à faire, je produis, et je l'envoie à l'étape d'après, sans me soucier de ce qu'il y a après. Moi, mon objectif est de produire ce que j'ai et de pousser à la suite. Ce qui apparaît rapidement, là, qu'on matérialise sur le schéma, on voit que l'étape en production met 2 jours, et donc une journée de plus que les autres étapes, et il apparaît rapidement un stock sur l'étape de production, puisque les temps de réalisation sont désynchronisés. Voilà. Et alors que lorsqu'on est en flux tiré, c'est l'étape qui est après, qui va prendre un ticket quand elle a la capacité de faire pour faire son étape, et elle va chercher un ticket dans l'étape qui est d'avant. Et le fait de limiter le travail, on pousse vers un flux tiré. Et là, on voit que la production est la même par rapport au flux poussé, sauf qu'on a synchronisé les différentes étapes sur l'étape la plus lente, ce qui permet d'éviter le stock, donc dans l'industrie, d'éviter toutes les pertes liées au stockage. Nous, dans l'IT, dans le développement, ça permet d'éviter de gérer tout ce qui est problème de maintien des branches, lorsque une tâche est terminée mais qu'on ne peut pas la poursuivre plus loin dans le processus. Un exemple de ce que ça permet d'éviter. Donc voilà, limiter le travail pour passer le flux tiré. Une fois qu'on a limité le travail, je me suis rendu compte qu'au daily, il y avait souvent sur des débats, mais pourquoi on considère que le ticket est prêt alors que tout le monde n'était pas synchronisé sur les différentes tâches qu'il y avait à faire dans chaque étape. Et donc, une pratique qui vient de Kanban, c'est de rendre explicites les règles du processus. Parce qu'en fait, d'avoir des règles implicites, c'est source d'incompréhension au sein de l'équipe, qui s'est visualisé au sein de l'équipe. Et donc, le fait de discuter, de rendre les règles explicites, il n'y a plus de débat, on ne discute plus de ce sujet, tout le monde partage les mêmes règles, c'est compris par tout le monde, et donc ça simplifie la gestion au sein de l'équipe, ce qui facilite le flux. Il faut que ces règles soient peu nombreuses, parce que trop de règles ne sont pas appliquées. Il faut qu'elles soient simples, facilement compréhensibles par l'ensemble de l'équipe, facilement accessibles,
pas perdu au fin fond d'un wiki que plus personne n'ira voir. C'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude de les matérialiser sur le board. Là, c'est les zones que vous voyez en dessous, en bas des colonnes, encadrées en noir. Comme ça, tout le monde peut s'y rapporter. Alors, bien entendu, sur un board physique, c'est plus facile. Sur un board maintenant, avec la pandémie à distance, il faut trouver des moyens pour qu'elle soit visible sur le board. Et bien entendu, il faut qu'elle soit toujours appliquée, parce que si on n'applique pas ces règles, on retombe dans l'incompréhension, dans des règles implicites et tous les problèmes qu'on avait avant. Et qui dit Kanban, qui dit agilité, dit amélioration continue. Donc bien entendu, toutes ces règles doivent être régulièrement revues afin d'optimiser le flux. Une fois qu'on a les étapes, qu'on a bien, qu'on a mis en place les pratiques précédentes, on constate certains blocages, et pour pouvoir vérifier qu'on améliore bien le process, il faut mesurer. Et on peut utiliser pour ça les indicateurs utilisés dans Kanban, qui sont regroupés, qui sont mis dans la pratique gérer le flux, qui est une pratique qui contient plusieurs sous-pratiques, j'ai envie de dire, je vais vous en présenter les deux. La première sont les indicateurs. Alors là, je vous ai mis un diagramme de flux cumulé, qui est l'indicateur très connu de Kanban. Et dedans, je vous ai mis 4 mesures qu'on peut y récolter. Le temps de traversée, c'est-à-dire le temps que met un ticket pour rentrer dans le flux, donc le tout début de l'équipe, et jusqu'à ce qu'il ressort complètement du flux de l'équipe. Donc c'est ce qu'on voit en bas. Le temps de cycle qui est pratiquement comme le temps de traversée, sauf que là on ne mesure pas de tout le flux de l'équipe, mais une partie du flux. Donc là, par exemple, je vous ai mis le temps de cycle pour l'équipe de dev au sein de l'équipe. Voilà, tout ce qui concerne la partie développement. Donc le développement, la code review et les tests par l'équipe. À droite, je vous ai mis le travail à faire. On va finir le taf, appelé WIP, Work in Progress en anglais, et qui est le nombre d'éléments qu'on a à faire dans le flux. Donc jusqu'à la colonne. Et qui dit nombre d'éléments sur une plage de temps, dit le débit, qui est matérialisé ici par la flèche en oblique. Une autre sous-pratique qui est issue de gérer les flux, là c'est le product owner qui est arrivé et qui disait moi j'ai besoin de voir les anomalies parce que je voudrais que les anomalies soient traitées plus rapidement que les user stories. Donc la sous-pratique que j'ai piochée dans Kanban, c'est la notion de classe de service, qui est une notion pas forcément simple à comprendre au début, mais il faut partir que les classes de service, ça permet de traiter différentes typologies de demandes et les traiter de manière différente. Donc là, c'est les anomalies. Anderson met aussi une autre classe de service qui est les tickets avec une date de prévu, une date ferme de prévu. Moi, je l'utilise aussi pour des tickets qui seraient des spikes d'analyse, où le flux n'est pas forcément le même pour tous les tickets. Par exemple, à l'équipe, elle avait décidé que les anomalies, on ne passait pas par une validation du product owner, parce qu'il partait du principe que c'était remettre en place quelque chose qui devait déjà être en place, et que ces tickets d'anomalies étaient rattachés à une user story où il y avait déjà les critères d'acceptation dedans, et donc la validation par un autre membre de l'équipe était suffisante, et donc les tickets d'anomalie n'avaient pas à passer par la colonne PO validation. Donc on a un flux différent, et on a aussi une date, un temps de traversée du flux qui est différent, puisqu'il s'attendait à ce que les anomalies, en moyenne, soient résolues plus rapidement qu'un ticket classique. Voilà. Si vous calculez bien, vous voyez que je vous ai parlé de 4 pratiques. Les 2 autres pratiques, il y a correspondance entre Kanban et Scrum.
Mettre en place des boucles de feedback, on en a partout dans Scrum. Tous les rituels de Scrum comportent une part de on fait un feedback sur ce qu'on a fait. Product Backlog Refinement, on fait un feedback sur les user stories qu'on a dans le Product Backlog. Sprint Planning, on fait une revue de ce qu'on a été capable de faire durant le dernier sprint afin de pouvoir anticiper le prochain sprint. Le Daily Scrum, là c'est du pur feedback, on voit ce qu'on a fait, où on en est par rapport au sprint goal, comment on doit s'adapter pour l'atteindre. Sprint Review, c'est dans le titre, on fait une revue du sprint. Et la sprint rétrospective, qui est une boucle de feedback sur le fonctionnement de l'équipe. Et la dernière pratique issue de Kanban, qui est s'améliorer de manière collaborative, c'est au cœur de Scrum, au sein de la rétrospective, qui est vraiment l'objectif, et c'est de manière collaborative et expérimentale, avec, je vous ai encadré le sprint planning, des actions qui doivent être intégrées dans le sprint backlog et donc qui sont discutées en sprint planning pour les intégrer. Donc voilà toutes les 6 pratiques de Kanban, comment on peut les intégrer dans une équipe Scrum. Et je vais laisser Julie vous faire un retour d'expérience sur comment ça s'est passé et ce qui en est résolu sur son équipe, ce qui en est le bilan sur son équipe actuelle. Je t'en prie, Julie. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, oui, je reprends la main pour vous expliquer comment on a mis en place avec mon équipe depuis environ 6 mois certaines des pratiques qu'a évoquées Sébastien. Donc, pour vous expliquer comment moi j'en suis arrivée à proposer ça à mon équipe. Alors, comment ça s'est passé? Sébastien fait partie d'Ypon comme moi et nous sommes dans quelque chose de collaboratif, une équipe collaborative où on se présente des pratiques. Il avait mis en place Kanban dans son équipe et il nous a fait une présentation qui était un peu plus complète que celle qu'il vous a fait juste à l'instant. Et j'ai trouvé que ça répondait à des problématiques que j'avais moi-même rencontrées. Je commençais un projet, donc je me suis dit, tentons. Donc voilà ce que j'ai fait moi. J'ai proposé certaines des pratiques, donc par exemple le flux tiré, les limites de TAF ou de WIP, etc. Je vous montrerai le détail par la suite. Moi, je me suis basée sur un guide qui venait de sortir, qui s'appelle Kanban for Scrum, qui est donc été publié en février, qui contient des indications pour mêler Kanban et Scrum et les métriques qui sont attendues, qui sont issues de Kanban, mais qui sont peut-être un peu moins complètes que ce que vous a montré Sébastien. Donc moi, c'était du départ, contrairement à Sébastien qui a fait petit à petit. Donc voilà, une partie de mon équipe, ça c'était un petit délit. Ce que j'ai vu de l'installation des pratiques, c'est déjà au démarrage d'un sprint, alors pas le premier évidemment parce qu'il n'y avait rien dans le pipe, mais les suivants, c'était moins abrupt, on n'avait pas besoin d'attendre. S'il y avait eu des retours sur certains tickets, on n'avait pas de perte de temps des développeurs parce qu'il y avait toujours des tickets qui restaient du flux du sprint d'avant à compléter, qui permettait d'éventuellement une petite réflexion avec le product owner sur les tickets liés au sprint goal qui avaient été sélectionnés dans le sprint planning. On a aussi décidé, c'est pas forcément dans Kanban for Scrum, mais ça se marie bien, de faire un sprint planning qui était recentré sur le sprint goal, donc ça c'est du Scrum, et avec des tickets très très découpés. Donc, un sprint planning où l'examen de chaque ticket était très rapide et on l'a réduit à environ 1h30. Et au fur et à mesure, environ une fois par semaine, on faisait des refinements avec le product owner qui duraient environ 1 heure, où on rajoutait des tickets secondaires pour nourrir la machine, nourrir les développeurs. Donc ça, c'est notre tableau Kanban. Donc nous, on a utilisé un outil qui s'appelle Miro, où on peut faire de la visualisation comme sur un vrai tableau blanc, on va dire.
Donc, vous voyez des tickets de différentes couleurs qui correspondent à peu près à ce que Sébastien vous a présenté comme des classes de service. Vous voyez des post-it dans certaines colonnes qui correspondent à ce qu'il vous a expliqué comme étant des mini definition of done qui permettent de passer d'une colonne à l'autre. Ce qu'on a vu, ce qu'on a réussi à faire, c'est à vraiment insister sur le découpage et le détail de chaque user story. Donc ça a été vraiment bien implémenté et ça permettait d'avoir quelque chose de fluide. On avait vraiment une idée du temps. Alors c'est une chose qui est un peu tabou dans Scrum puisqu'on parle plus de points ici, mais du coup de réduire des tickets à 1 à 2 journées. Le flux tiré et les limites permettent aussi clairement de voir les actions prioritaires, c'est-à-dire que si on atteint la limite, clairement, ce qu'il y a de prioritaire à faire, c'est de vider la colonne et de pouvoir réenclencher la machine. Le flux tiré aussi, même si on n'atteint pas une limite de WIP. S'il y a beaucoup de choses en développement et plus rien en revue de code, on peut en reparler au daily, mais les développeurs ont pris l'habitude de tirer et de passer en revue de code de tout seul. On avait des problèmes structurels dans l'équipe, beaucoup de développeurs, pas assez de testeurs, qui ont créé malgré ça quelques bouchons dans les colonnes. On a parlé un petit peu des métriques avec Sébastien. Donc, ce que moi je présentais en review, parce que ça peut être compliqué de passer d'un burn down chart, par exemple typique de Scrum, à d'autres métriques pour les clients qui ont l'habitude de travailler en Scrum. Mais au final, les métriques qui ont été présentées, donc le temps de cycle, le débit, et puis l'âge moyen des tickets qui est le temps de traversée d'un ticket, sont facilement compréhensibles par les clients et au final bien acceptés. On fait des jolis graphes, c'est super. Et du coup, on peut voir exactement ce qui a été produit. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'on arrive à une certaine prédictibilité? Vous voyez que pour le temps de cycle d'un ticket en développement, on a arrivé assez vite à quelque chose de prédictible. Et puis, ce qu'on voyait aussi, c'est que la livraison de valeur était bonne. Elle s'est améliorée. Elle était aussi plus fréquente, c'est-à-dire qu'on avait de la livraison de valeur tout le temps autour du sprint et le sprint goal, du coup, de Scrum était livré dans les premiers jours du sprint. Donc, bon, c'est un feu d'artifice, peut-être un petit peu excessif, mais c'est vraiment quelque chose qui donne une impression de fluidité, qui impressionne une impression de facilité. Les tickets sont mieux compris, ils sont traités plus rapidement parce qu'ils sont plus petits, mieux définis, et on a de la prédictibilité et si on fait l'effort de bien découper un sujet, on sait à peu près combien de temps il va prendre. Ça, quand on parle avec un client, ça marche tout de suite très bien. Les relations à l'intérieur de l'équipe sont plus détendues parce que tout le monde sait ce qu'il y a à faire. C'est beaucoup mieux défini que des énormes user stories comme on pouvait voir dans Scrum. Et le fait de faire des limites de taf et le fait tirer font qu'il y a plus d'entraide dans l'équipe puisqu'ils sont obligés de céder, sinon on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc voilà. Et il y a évidemment avec ça aussi une meilleure vision des tâches prioritaires. Le retour de mes équipes. Donc ça, c'est, je vous ai dit, assez qualitatif. Ils ont été très contents de vraiment bien découper les sujets et d'avoir quelque chose de très compréhensible. Et ils étaient tellement contents de gagner du temps en sprint planning, car c'est vraiment un retour que j'ai souvent en tant que Scrum Master, c'est que ça dure trop longtemps et qu'à la fin, on estime de façon plus du tout concentrée et qu'on loupe des choses. Donc là, des plus petits sprint planning, des plus petits backlog refinement et un découpage très fin des tickets, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Le fait qu'on démarre rapidement les sprints et que même s'il y a encore des questions sur certains tickets, il y en a toujours à faire, ça c'est très apprécié. La visualisation du flux des tickets, savoir où on en est, ça c'est vraiment un retour des product owners et des stakeholders, ça c'est vraiment quelque chose qui est apprécié parce qu'on diminue l'incertitude. Et après
vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les pratiques Kanban. Le retour des axes d'amélioration de mes équipes, c'est d'améliorer ce qui a été montré par les pratiques Kanban en réalité. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas assez de testeurs par rapport au nombre de développeurs. Du coup, ils m'ont remonté ce déséquilibre-là qui est voilà, quelque chose d'annexe à traiter. Des manques dus à l'outil Miro, ça c'est pareil, on ne peut pas faire exactement ce qu'on ferait avec un board physique. Par exemple, c'est difficile d'identifier les types, donc les classes de service dont parlait Sébastien. Une petite couleur en liseré, ce n'est pas forcément suffisant. Voilà, on ne peut pas incrémenter le numéro de ticket. Bref, tout ça, c'est Miro. Voilà, un manque de tests unitaires. Vous voyez, tout ça, c'est des priorisations où on a voulu faire plus de fonctionnel. Tout ça, c'est des choses qui sont liées plutôt à des choses qu'on verrait en rétrospective. Et on a peu de retours, pas de retours négatifs sur les pratiques de Kanban. Donc, le retour des équipes, le bilan, c'est que les mots qui m'ont remonté pour décrire la façon dont ils ont travaillé, c'était que c'était pertinent, efficace et flexible, et qu'aucun d'entre eux, donc là, ça concerne 6 ou 7 personnes, ne voudrait revenir à un Scrum sans ces pratiques-là. Donc voilà. Comment on a amélioré Scrum en utilisant les pratiques de Kanban? C'est plus fluide. Les tickets sont plus petits, mieux définis, ça rassure. Donc, il y a une baisse du stress et il y a une baisse de ce que j'appelle la course au point, que j'avais constaté quand j'étais Scrum Master, qui était qu'on ne prenait pas les tickets par ordre de priorisation forcément du product owner, mais par ordre de ce que ça rapporterait en points au niveau de la vélocité à la fin du sprint. Donc, là, on revient sur vraiment des tickets qui ont de la valeur. On livre en priorité et rapidement le sprint goal. On voulait vous faire une petite bibliographie de ce qu'on avait lu pour préparer notre pratique de Kanban et puis ce qui nous a aidé aussi à préparer cette présentation. Donc, il y a eu Kanban and Scrum, Making the Best of Both de Henrik Nyberg, qui est la plus ancienne des sources en 2009. Kanban, Successful Evolutionary Change for Your Technology Business de Anderson, dont a parlé tout à l'heure Sébastien, en 2010. Et ce que moi j'ai utilisé, qui est très récent, The Kanban for Scrum Guide, qui a été publié par scrum.org en février 2021. On arrive à la fin de notre présentation. Maintenant, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, pourquoi est-ce que la pratique d'avoir de plus petites US n'a pas pu être mise en place en mode Scrum? Oui, ça pourrait. Il y a des. Alors, je te laisse aussi ouvrir ton micro, Sébastien, si tu veux répondre. Ça pourrait. Il y a même des ateliers pour ça. Après, je pense que, moi, en tout cas, ce qui a marché, c'est que, étant donné qu'on n'a plus de points et qu'on doit avoir des US de taille équivalente, ça force le fait d'être en Kanban, ça force à ce découpage, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Alors, moi, j'entends souvent que pour mettre en place du Kanban, il faut avoir des tickets de la même taille. Et moi, pour l'avoir essayé, alors oui, en Scrum, on pourrait avoir des US de petite taille, mais souvent, dans les équipes, part du principe que tant que ça rentre dans un sprint, on a respecté la règle, et donc ça rentre dans le sprint, donc on peut garder les US de cette taille. Et le fait de mettre Kanban et de passer sur une approche orientée vers le flux, les développeurs ont envie de livrer plus vite, parce qu'ils sont en flux, c'est plus je veux atteindre l'objectif du sprint, là c'est vraiment j'ai l'objectif que mon ticket sorte le plus rapidement possible, et donc du coup ça va avoir pour conséquence justement de faire des tickets plus petits et donc de rendre tous les tickets à peu près de la même taille. Donc souvent j'entends que c'est un prérequis, alors que d'après mon expérience, c'est plus une conséquence qu'autre chose. Il y a Olivier qui demande si tu as fait ces graphes sous Miro. Non, je les ai faits avec Google Sheet, qui permet de prendre un tableau et de générer des graphes avec. Voilà. Donc je faisais mes métriques sur un Google Sheet à côté parce que je ne pouvais pas le faire facilement avec Miro, malheureusement. On a fait beaucoup de choses avec Miro. On faisait des rétrospectives, on faisait plein de choses. Tous les modèles de données, tout ça, tout était sur Miro. C'était super, sauf pour cette partie de calcul. Voilà.
Jérôme demande, et quid de Scrumban? Alors, j'utilise pas le Scrumban dans ce qu'on a fait, parce que Scrumban, c'est une méthode, une approche, je sais plus le terme qu'il utilise d'ailleurs, un cadre de travail, qui a été défini. Alors, j'ai plus le nom qu'il a fait, mais Scrumban, c'est un nom qui existe, c'est quelque chose qui a été défini. Et moi, je m'en suis pas inspiré parce que j'ai vu que Kanban plus Scrum, je vais prendre les pratiques de Kanban et les mettre dans Scrum à ma façon, ça fonctionnait. Donc je suis pas plus allé voir que ça Scrumban. Voilà ma réponse. Je sais pas pour toi, Julie. Bah, moi, comme j'ai vu qu'il y avait un guide de comment pour Scrum qui sortait juste, bah, j'ai voulu l'essayer tout simplement. Voilà. Donc voilà, la question, la réponse. On a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous voulez en poser encore d'autres ou si on repasse la main à Florian. Et la fast lane, Marc. C'est une private joke. Non, oui, le couloir de nage en français, Marc. Oui, j'en ai pas parlé parce que j'ai déjà mis 2 sous-pratiques de gérer le flux. En quelques mots, les couloirs de nage, c'est pour pouvoir regrouper certains types de tickets ensemble pour que ce soit plus visible sur le board physique. Moi, je l'ai utilisé parce que on voulait traiter des tickets en top priorité. Et du coup, on avait mis un couloir de nage en haut du board, matérialisé par 2 traits rouges, où dès qu'un ticket rentrait dedans, toute l'équipe devait s'arrêter pour résoudre ce ticket le plus vite possible. Et on avait mis une limite dessus parce qu'on est parti du principe qu'on ne peut pas travailler sur 10 tickets urgents en même temps. Donc on a mis une limite à 2 sur cette ligne. Donc les limites, c'est sur les colonnes, mais aussi sur les lignes si on veut. Et voilà, donc on avait mis en place le couloir de nage, la fast-lane, pour gérer les top urgences. Les incidents de prod, voilà, qui étaient vraiment beaucoup. Voilà, en quelques mots. Alors, on a une question dans le chat, sinon. Ah. Est-ce que la volonté de faire traverser rapidement un ticket ne crée pas une course aux tickets simples plutôt que de favoriser les tickets à forte valeur? Après, les contraintes sont fortes, je trouve, pour passer d'une colonne à l'autre en Kanban. Donc, même si on arrive à une course pour la faire traverser, donc je pense que Sébastien, vous avez mis en place aussi. Nous, on avait vraiment des prérequis pour arriver en revue de code, des prérequis pour passer en validation PO. Et du coup, on peut essayer de courir, mais si on valide pas chaque étape, de toute façon, on n'arrivera pas avec. Enfin, on se fera reprendre par le reste de l'équipe. Et on arrive, nous, toujours avec des tickets qui ont à peu près la même qualité, quoi, pour passer d'une colonne à l'autre. Je ne sais pas si tu voulais répondre d'autre chose, Sébastien. Moi, je voulais répondre que dans Scrum, il y a le product owner qui est garant de la valeur qui est produite par l'équipe. Et donc, il est là aussi pour traiter les priorités et dire non, c'est ce ticket qui a le plus de valeur. Donc, il faut qu'on traite en priorité. Et le fait de mettre les limites, ça impose justement à se concentrer sur les tickets. Et donc, les tickets, normalement, si le produit backlog est bien ordonné, les tickets qui apportent le plus de valeur. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une traversée vite, mais que ce soit les tickets qui apportent le plus de valeur qui sortent en premier. En fait. Donc, il y a une course ticket simple, oui, mais normalement au ticket simple qui apporte le plus de valeur possible. Après, c'est une discussion entre les PO, l'équipe, la collaboration au sein de l'équipe, en fait. Pas de rien. On a fait le tour. Je crois qu'on arrive dans ta timebox, Florian. Est-ce que tu veux reprendre la main? Je crois que Florian, tu es figé. Ah, Florian est figé. Si on a perdu Florian, je pense qu'il voulait conclure. Ah, oui, te revoilà. Voilà. Connexion. Non, je disais merci beaucoup, vous avez bien respecté le temps, c'est top. J'ai mis un petit rôti dans le sondage, donc n'hésitez pas, c'est important qu'on ait vos retours sur la qualité des interventions.
Je vais clôturer le live, je vais le laisser tourner un petit peu, encore quelques minutes, le temps que vous puissiez y répondre. Et puis moi, on vous dit à bientôt parce que voilà, on a un prochain Agile Bento jeudi 17 pour parler Chouari et après on en aura le 1er juillet pour discuter de la place du Scrum Master après 20 ans d'existence. Donc voilà, moi je vous dis merci et puis à plus tard. Merci à tous et bon appétit. Et bon appétit.